partage notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Oui, self-proclaim legend. C'est nouveau, ça, auto-proclamer la légende. Ça fait déjà quelques mois. Ouais, Je trouvais que il manquait de quoi. Ben oui, hein, c'était déjà pas assez long. Non, monsieur! C'est ça. Écoute, parlant de légende, ça m'amène à te parler de Simmania. Oui, Simmania, vous avez sans doute vu ça passer. Bill Eadie, Axe de Demolition et Mask Superstar. Oups, je me suis mordu à la langue. Aïe, aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. La bouche molle. Superstar. Il y a un meet and greet, une rencontre avec la viande. Crée mon genre que t'es parlant! Oui, exactement. C'est ça? Oui, c'est bien dit. Alors, allez sur... je cherche encore le Christ. Pointdevente.com. Le pointdevente.com, vous faites Simmania légende et vous pouvez réserver votre temps pour rencontrer Demolition Axe qui sera avec nous le 10. Il lutte pas, là. Écrivez-moi pas, dire il est vieux, il lutte, là. Il vient vous rencontrer. Fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Un chic type. Oui, tellement chic type qu'il m'a donné un coup de chaise dans le dos sans que c'était planifié. J'ai bien hâte de le revoir, lui, Bill. Ben, écoute, on voit comment c'est un chic type. Non, c'est pas un chic type. On T'sais? verra bien, on verra bien. C'est ça. Écoute, aujourd'hui, un podcast fort intéressant. Les costumes dans le monde de la lutte. Écoute, il y en a beaucoup à parler. C'est pour ça qu'on va faire 2 épisodes. On a 2 invités par épisode. Aujourd'hui, tu vas pas nous en parler tantôt. Ton ami, qui devient une connaissance pour moi de plus en plus, Mathieu Lavigne. Surnommé Lave. Lave, pour les c'est intimes. ça. Et Ben Cossette, qui a animé la lutte ROH et... Syndicate, là. IWS. IWS à RDS. Celui Qui est une vedette de énergie à la radio. Oui. Alors, Ben Cossette, les deux nous font un top 5 de, selon eux, les costumes qu'ils ont marqués, et autant positifs que négatifs. Fait que, et Lavigne, Lave, il sort de la zone de confort. Ah oui? C'est vraiment intéressant. Ben aussi, mais Lave est comme... il a eu 2 fois plus de temps. Il a pris le temps qu'on lui a donné et c'est spécial. Vous allez aimer ces entrevues-là. Mais écoute, avant d'aller aux entrevues, Marc, ton top 5 à toi, ça ressemble à quoi? Écoute, mon top 5, better or worse, tu veux que je commence... Par ceux que tu préfères. Ceux que je préfère. Oui. Moi, j'ai vraiment trippé sur Bam Bam Bigolo.
Ah oui, OK. Parce que je trouvais que le tatou de la tête fitait avec le reste du costume. Je trouvais ça vraiment... on parle bien sûr de Bigelow avec les flammes, là. Oui, oui. Parce qu'il y en a eu un autre, là. Demolition, j'ai bien aimé leur look. Pour moi, c'était différent que des épaulettes de Legend of Doom. Je trouvais que c'était plus complet. C'était Les différent. chaînes, le cuir. C'est ça. Parle, ça, les masques de cuir. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait pas. C'est pas toi qui joues dans le film là, à terre, là, Cruising Bar? Ah non, c'était pas non, toi, c'est ça. pas moi. Est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? OK. Macho Man. Oh, yeah! Ouais, écoute, comment. Macho Man, ça part du chapeau, les lunettes, les franges, le costume, le nombre de costumes. C'était complet. Faut le mettre dans un top 5. Oui. Ravishing Rick Rude. Ouais. Et sa robe de chambre. Et tout le monde me parle des pantalons avec la face de la femme Jake the Snake Ouais. sur les fesses. Tu sais, Rick Rude, c'était les années du airbrush. Oui, exactement. Hein? Fait que, et Ric Flair. Ouais. Ric Flair. Je parlais, la semaine prochaine, on va avoir Chacal, David Saint-Martin, puis il nous disait que si tu veux une robe de chambre, un peignoir, c'est plus le terme. Oui, exactement. À la Ric Flair, sors tes bidous. Ouais, c'était Ça du gros coûte, cash, là. Ouais, ouais. Et mes pires, Dusty Rhodes, quand ils ont mis des polka dots jaunes, là, Oui, exactement. je me souviens plus, Shark Boy. And that's the bottom line, cause Shark Boy said so. Que t'as connu à TNA, toi, que ouais. j'ai eu beaucoup de fun avec lui, là, Ouais. puis qui prenait la voix de Stone Cold. Là. Oui, Red Rooster, oui. qui était Terry Taylor. Oui, ça revient souvent, ça, dans les tops des pires costumes. Tugboat, là, ça, le matelot, là. Ouais. Oh, boy. C'est un costaud matelot. Oui, exact. Le bateau prenait de l'eau. Oh, c'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique. Et les Johnson. Allez Johnson. voir ça. TNA de Johnson. Écoute, ces deux frères sont habillés tout un costume style couleur peau, comme padé. Écoute, c'est laid comme ça n'a pas d'allure. OK, mais je le vois ici. Eux, ils étaient à WWE avant. Ah oui? Oui. Mais c'est laid, là. As-tu vu les costumes? Comment ils s'appelaient, eux autres? Je suis pas capable. Il me semble qu'ils s'appelaient les Johnson. Oui, les Johnson à TNA, exactement. Hey, c'est laid, mais laid, là. Ça a Ouais. de l'air padé. Wow, je m'attendais pas à ça. Ouais, ça, c'est un peu ce que moi, j'ai trouvé. Toi, de ton bord? Écoute, je vais y aller rapidement parce qu'on a des super bonnes entrevues qui s'en viennent. Moi, c'est mon numéro 5, Legion of Doom. Toi, t'aimais pas ça, mais moi, les J'ai épaulettes... pas dit que j'aimais Non, pas mais ça. C'était pas assez complet au goût de Mr. Fun International, Top of the World, The Original C'est Vintage ça. de 1958. Moi, j'adorais le look, les pics sur les épaulettes, le maquillage, la musique, l'attitude. Mon numéro 4, ça va peut-être surprendre des gens. Shawn Michaels, le Heartbreak Kid. OK, Quand il ouais. a tourné dans sa gimmick de Playboy, il dézippait les chaps, il avait le petit manteau, les lunettes, la casquette, les petits gants. Ouais. Ça me faisait triper. J'ai Gold Dust, que j'ai adoré. Avant d'arriver, il y avait beaucoup de vignettes de Gold Dust. Moi, il a failli être dans mes pires. Ah oui, mais moi, j'ai adoré cette gimmick-là. Ah ouais. Il y avait le peignoir, le maquillage, la musique encore. Mon numéro 2, c'est Ric Flair. Tu en as parlé tantôt avec les peignoirs extraordinaires. Et encore la musique. Moi, c'est l'emballage qui va au-delà de juste le costume. C'est l'ensemble. Mon numéro 1, c'est Undertaker. Ah Euh, oui? Ben oui. Ben c'est oui. sûr que c'est un personnage, un costume plus noir, plus drabe, mais le grand chapeau, le grand manteau, la gants. musique, les gants, ça venait me chercher. J'ai une mention qui n'est pas dans mon top 5, c'est Sting. Sting qui avait un personnage de plus coloré. Surfer. Oui, puis là, quand il est tourné comme The Crow, Oui. ça, c'était extraordinaire quand Ouais. il s'est attaqué à la NWO. Donc, ça, c'était ma mention. Dans mes pires, Bastion Booger, je ne sais pas si tu as Ben connu oui. ça. Ben oui. C'était comme du gros Ben duct tape ouais. gris. J'ai le Mentor. Il rentrait avec une grosse tête de buffle Ouais. sur la tête. Oui. Puis, à ses débuts,
il n'était pas capable de rentrer dans les rings. Il passait pas entre les câbles. Il n'avait pas pensé à ça tellement c'était une gimmick épouvantable. Ouais. Puis, mon dernier, c'est le Giant Gonzalez. Oui, avec les faux muscles. Oui, les faux muscles, le faux poil. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment mes pires. Ben, tu vois, dans tes pires, t'as quand même pas été chercher des gars qui ont fait des grosses carrières, là. Fait que, tu sais, c'est du monde qui ont passé, là. C'est sûr que si tu as un costume comme ça, le personnage t'aide pas. J'ai ma copine Alexandra, elle, le personnage qu'elle a préféré, c'était Kane. OK. Parce que c'était le costume, le masque, les cheveux. Ouais. Puis dans les histoires, on disait qu'il avait été brûlé, donc Ouais. le costume et le masque faisaient partie de lui. Donc, tu sais, c'était vraiment l'ensemble. Oui. Wow! J'ai hâte. Écoute, vous autres, vous avez sans doute également dans votre tête les plus beaux et les pires costumes. Mais parle-nous, c'est qui Mathieu Lavigne? Lave, je l'ai connu dans le monde de la lutte québécoise. Grand fan de lutte, un érudit de cinéma. Tu parles de cinéma, mis à part Rocky IV. What I'm trying to say is that if I can change, you can change. Everybody can change. N'a pas vu, a vu pas mal tous les films. Des films slovaques, des films d'Afghanistan, des films de partout dans le monde. Il a tout vu ça, sauf Rocky IV. Donc, il a vraiment une connaissance extraordinaire du monde du cinéma. Et il filme beaucoup de shows de lutte. Oui, c'est comme ça que je l'ai connu. On a fait de la route ensemble. Il fait de la captation et Exactement. du montage, Un professionnel extraordinaire, bon buveur de bière, sauf un certain soir à Chicoutimi où j'ai pris plusieurs photos de lui qui a eu beaucoup de difficultés en fin de soirée, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est le gars que tu textes quand on fait un pay-per-view d'Impact, savoir si tout est correct. Oui, exactement. C'est ma référence. Quand j'ai commencé à faire Impact, il me donnait des cues pour dire « ça, tu le dis trop souvent, c'est ta béquille, arrête de dire ça ». Fait que c'est lui que je texte pendant toute la soirée, puis il est venu avec nous à New York. Un chum extraordinaire du monde de la lutte, se lave. Moi, le plus beau souvenir que j'ai de lui à New York, je suis tout seul dans mon Jeep, son 4 dans la vanne à Kelly. Puis je dis, s'il y en a un qui va embarquer avec moi, ça va me faire plaisir. Personne n'est embarqué avec toi? Personne ne dit un mot. Bon, mais que, ça en dit long. J'ai compris. Oui, t'as compris le message. Écoute, on va aller à la pause, puis dès qu'on revient, entrevue avec Mathieu Lavigne. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Mathieu Lavigne, un gars qui on voit régulièrement dans plusieurs shows de lutte au Québec, aux États-Unis. Comment tu pourrais te présenter à l'univers du sim? Ouais, c'est quand même drôle que tu m'invites sur ton show parce que je vais probablement être le gars qu'on ne sait pas c'est qui. Oui, mais il y en a. Écoute, moi, ce que j'aime, c'est de faire découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles voix sur le podcast et d'avoir des nouvelles opinions. Fait que moi, je trouve ça cool. J'ai été un petit peu plus proche de Mathieu quand on est allé à New York avec JF Kelly et Simon Lacroix. On a même cherché ensemble de la Broken Skull, la bière de notre ami Stone Cold qu'on n'a pas trouvé. And that's the bottom line, because Stone Cold said so. Et Mathieu, c'est comme moi aussi un adepte des
des bières de microbrasserie qu'il y a un peu partout, autant aux États-Unis qu'au Québec. Et c'est un gars qui communique avec nous autres toujours pendant les shows d'Impact. C'est un ami à Handsome GF. Déjà là, c'est quelque chose de très, très rare. Alors, vous autres, vous ne le voyez pas, mais je vois son petit sourire. Oui, c'est une belle amitié que j'ai développée avec le temps avec Handsome GF, puis je la trouve quand même assez improbable, au sens où j'ai pas l'impression qu'il n'y avait rien qui me prédestinait à être proche ou un ami de ce gars-là. Juste en termes de nos caractères ou de nos personnalités, on n'a pas tant en commun quand tu y penses vraiment. Vous avez la lutte en commun. Oui, bien ça, c'est ce que la lutte a de merveilleux, c'est qu'elle réunit du monde de tout acabit, tu sais, vieux, jeunes, riches, pauvres, peu importe l'endroit de la planète où tu viens, dès que tu aimes la lutte, tu partages un langage commun ou une façon de voir les choses qui est quand même assez commune, puis ça réunit des gens que tu dirais qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Toi, tu as mentionné plusieurs qualificatifs. Tu as oublié cave, qui vient avec Jean-François Kelly, entre autres. Ouais, c'est ça. Puis bon chanteur, hein? Ah, Seigneur! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shannon River. J'ai entendu la chanson l'autre jour jouer, la chanson qu'elle a enregistrée pour ton podcast. Elle a joué la vraie version, elle jouait à la radio. Puis je me suis retrouvé à pleurer de rire dans mon salon parce que tout ce que j'avais en tête, c'était la version à GF qui me revenait dans les oreilles. C'est incroyable. Quand il nous l'a fait, quand il l'a enregistré, là, on te l'a compté, là, Pierre au studio, il me regardait en voulant dire il niaise, là. Je le regarde. Ben non, c'est Kelly. Bienvenue dans son univers. Mathieu, on pourrait jaser de plein de choses, mais on voulait parler du sujet. Et c'est drôle parce que le co-animateur cette semaine, pour les 2 épisodes, c'est Handsome GF. Il n'est pas avec moi là, mais il fait les liens, les ouvertures. Et quand on parle de costumes, c'est spécial. Mais je t'ai demandé de me faire un top 5, selon toi, les plus beaux ou ceux qui t'ont positivement accroché et le top 5 des plus laids. Et je t'avoue, j'ai hâte de découvrir ça de ton côté. Ta question, je l'ai trouvée vraiment pertinente et intéressante parce que costume, je ne savais pas que j'avais une opinion sur la chose avant que tu me poses la question. Je me suis dit, hey, j'ai jamais pris le temps d'intellectualiser le costume du lutteur. On parle souvent de la gimmick, on parle de l'individu, on parle de leur aspect physique, mais rarement on va s'attarder à l'idée du costume. Fait que ça m'a ramené à toute la raison pour laquelle les costumes existent à la lutte. Puis c'est un bel exercice de pensée. Moi, écoute, c'est sûr que je suis vraiment old school, mais dans le temps, dans le bon vieux temps, les personnages égale costume. C'était ça aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais c'est ça qui est le fun avec le vintage, c'est qu'on peut aller... j'écoute le podcast d'Eric Bischoff, il n'arrête pas de blaster Jeff Jarrett, comment ses costumes étaient laids, puis, il l'écœure... Des petites bretelles en haut. Tout le temps. Fait que, parce qu'eux autres, Jarrett, il dit qu'il fait partie des Horsemen. Puis Bischoff, il dit non, sûrement pas avec tes costumes, ça passe pas, t'es pas un Horseman. Fait qu'on y va-tu avec ton numéro 5 dans les plus beaux? Oui, absolument. Pour commencer le numéro 5, justement, c'est ça que l'idée du costume. Avant, les lutteurs étaient tous en bobette puis en bottes. Puis c'est comme ça qu'on racontait l'histoire de 2 gladiateurs. C'est comme ça qu'on part. L'idée, c'est de te faire grabber le moins possible. Ton corps, c'est ton âme. Tu ne veux pas te faire attraper par le chandail. Tu ne veux pas te faire attraper par une partie de ton corps. Donc, c'est pour ça que mon numéro 5, j'y vais avec le lutteur qui m'a fait réaliser que tu pouvais être ce lutteur-là en bobette puis en bottes, mais quand même raconter une histoire en 3 secondes, je suis qui? Est-ce que je suis le bon ou le méchant? Puis
à quoi vous pouvez vous attendre quand je suis dans le ring. Fait que mon numéro 5, c'est Gorgeous George. Parce que Gorgeous George, même s'il était habillé comme un lutteur cliché de l'époque, il se pointait avec sa robe, puis avec son parfum, puis avec ses cheveux tout faits. Donc, pour moi, il y avait comme une espèce de flamboyance où tu n'avais pas à te poser la question longtemps sur qui était Gorgeous George ou qu'est-ce qu'il allait faire dans le ring. Le voir arriver avec sa robe, que les autres lutteurs avaient, encore là, corrige-moi si je me trompe, là, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre partageait sa flamboyance à l'époque où lui le faisait. Non, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était tellement populaire, parce qu'il était différent. Ouais. Des fois, on a peur de changer des choses, d'être différent, parce que ça va dans un autre sens qu'on est habitué, mais souvent, tu peux faire du chemin avec la différence. Ouais, lui se pointait au ring, puis juste la façon d'enlever sa robe, c'est « touche-moi pas, je veux me faire enlever ma robe par ma manager » ou l'idée de mettre du parfum dans le ring juste avant, c'est pas... Je trouve pas que ça faisait... Oui, ça faisait partie de sa gimmick, mais son costume racontait cette histoire-là bien avant que lui le fasse lui-même dans le ring. Donc, ton numéro 5 positif, et bravo, j'aurais pas pensé à lui. Bravo, c'est vrai. Oui, bien, j'essaie d'y aller dans des zones un peu, comme je te dis, tu m'as fait intellectualiser l'idée du costume, donc je vais essayer d'y aller avec des choix peut-être un peu moins clairs. Ben, peut-être qu'il y en a une couple qu'on s'y attend, mais j'essaie de me rappeler que la lutte, c'est l'idée de deux gladiateurs qui racontent une histoire dans le ring. Que ce soit simulé ou pas, ça reste l'idée d'un combat entre deux personnes plus grandes que nature. C'est pour ça que mon numéro 4 aussi, c'est un bon segue non intentionnel. J'ai choisi le Macho Man. Ouais. C'est un choix qui est quand même assez évident parce que le Macho Man, je ne sais pas si je l'ai déjà vu 2 fois avoir le même costume au ring. C'est incroyable. Il y a l'idée, la prestance que le Macho Man avait quand il s'approchait du ring avec ses lunettes, avec son bandeau, avec son manteau, même ses pantalons dans le ring. J'ai l'impression que même dans un stade de 80 000 personnes, tu le vois de loin et tu te rappelles de lui tout de suite parce qu'il saute partout. Mais il est plein de couleurs, il est flamboyant. Il donne l'impression qu'il est un big deal quand il rentre dans le ring ou quand il y a un combat. J'ai hâte de voir nos autres invités, mais c'est sûr que Macho Man, ça doit être pas mal unanime comme choix de costume. Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis numéro 4 aussi. C'est un choix qui est quand même assez évident. Puis je trouve que ça dit ce que ça a à dire, même si côté l'évidence du costume, il pourrait être facilement dans le top 1 ou 2. Mais j'essaie d'y aller avec des choix un peu plus wildcard pour le reste. Simmania 1, c'est dimanche le 18 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com, -billets-Simmania. Simmania 1, soyez-y, mesdames, messieurs. Numéro 3. Numéro 3, Samoa Joe. Ah, Samoa Joe rentre au ring avec une petite serviette et des petites shorts de combat. Mais y a-t-il un gars qui a l'air plus dangereux quand il s'approche d'un ring que le gars que tu as l'impression qu'il était dans le sauna 5 minutes avant? Il s'est pris sa petite serviette, il a fait « Bon, je m'en vais péter à gueule à qui? » Il rentre au ring, il enlève sa serviette, il a ses petites shorts. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus intimidant que Samoa Joe qui rentre au ring avec sa serviette. Sans la serviette, ce ne serait pas pareil. C'est le petit accessoire pour moi là, qui est comme l'épice magique qui fait tout lever. T'as-tu connu Randy Garvin?
Oui, c'est vrai, la serviette puis le manteau, mais j'étais moins un fan de Ronnie Garvin, peut-être parce que je Moi l'aimais pas non dans le plus. ring. C'est sûr que Samoa Joe, les deux, c'est parce que tu parles de serviette. Ouais. Ronnie Garvin, il avait un petit maillot jaune de mémoire, il lançait sa serviette. Mais c'est sûr que Samoa Joe, ce que tu me donnes comme détail, oui, c'est vrai, j'achète aussi. Je ne l'aurais pas dans mon top 40, mais je l'achète. Mais il a l'air d'un gars qu'on a été dérangé backstage, Puis qui est qui était en train choqué. de tuer, il était au gym, il était en train de faire du sparring. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais on l'a dérangé. Il a pris sa serviette autour de son cou, puis il s'est dit, bon, ben, je vais aller péter une gueule. On vient de me déranger dans peu importe ce que je faisais. Je prends ma serviette, je m'en vais au ring, puis je reviens backstage avec ma serviette. C'est le petit accessoire, je pense. Et je ne la lance pas dans la foule Non, il la parce garde. que je n'ai pas de budget. C'est toujours la même serviette. Numéro 2, Mathieu. Numéro 2 puis 1 sont interchangeables dépendamment de mon mood, mais numéro 2, je vais y aller avec Rick Rude. Ah, je l'ai dans mon top 5. Ouais, Rick Rude, puis c'est un costume en particulier. Bon, à chaque fois qu'il rentrait au ring, il y avait un nouveau maillot qui essayait de raconter un peu l'histoire du combat qu'il y avait. Mais la fois où il y a eu un pantalon avec la face de la femme de Jake the Snake dessus. Oui, monsieur. Imagine à la UFC ou à la boxe, tu as un combat de McGregor qui s'en vient, puis McGregor enlève sa robe, puis il révèle que son adversaire, il révèle la femme de son adversaire sur ses bobettes. Il n'y a pas de move plus heel pour moi que Rick Rude qui veut déconcentrer son adversaire à ce point-là, que d'avoir la femme de son adversaire directement sur la région équatorienne de son corps. Puis il était capable de faire en sorte qu'elle lui donnait des becs juste en serrant les fesses. C'est vrai. Il y a une belle histoire sur le premier stand-up de Jake the Snake où il racontait qu'il avait fait un gag extrêmement de mauvais goût à Rick Rude qui était pour embrasser une femme. C'était un plant dans la foule. Puis, en tout cas, l'histoire, elle a été racontée mieux que je pourrais la raconter sur d'autres podcasts ou même peut-être c'est sur Internet, Jake qui la raconte lui-même, mais c'est du blue material vraiment, vraiment vulgaire. Il est chanceux d'être encore vivant aujourd'hui. Hey boy. Puis pour moi, ça va avec la logique. Il y avait son peignoir mauve souvent, Ouais. écrit Ravishing en brillant, là, me semble. Là. Puis juste la façon de l'enlever, il ne faisait pas juste enlever la toge. Il y avait tout un rituel autour de la façon qu'il enlevait sa robe. Puis c'est pas tous les lutteurs qui sont capables de vendre chaque parcelle de leur anatomie comme ça au point d'en créer une gimmick ou d'en créer quelque chose de mémorable pour la foule, de raconter une histoire avec n'importe quoi. Puis Rick Rude le faisait avec son pantalon, il le faisait avec le truc pour pomper ses biceps avant le combat. Tout sur lui racontait une histoire sur les accessoires qui composaient son costume. Fait que, grosse admiration pour ce gars-là old school qui était capable d'être mémorable avec des trucs aussi basiques que des pantalons et une robe. J'ai hâte d'entendre ton numéro 1, surtout que tu as dit qu'il pouvait être interchangeable avec le 2. Ouais, parce que Rick Rude, autant il était comme cette version-là pour les heels. Mon numéro 1, c'est cette version-là pour les faces. J'ai choisi Rey Mysterio. Parce que Rey Mysterio, ça fait 30 ans qu'il lutte. Je ne sais pas si j'ai déjà vu 2 fois le même costume sur Rey Mysterio. Rey Mysterio, il s'adapte à ce qui se passe dans les nouvelles. Il est capable de s'adapter avec les fights. Comme des fois, il y a des costumes pour célébrer sa culture mexicaine. Il s'est habillé en super-héros. Il s'est habillé en top film au box-office. Il y a comme toute une espèce de célébration autour de qu'est-ce que Rey Mysterio va porter ce soir. Puis, il n'y a aucun autre lutteur qui me donne autant envie, mettons, de voir un livre de l'histoire de ses costumes que Rey Mysterio. Il y a le côté du Macho Man avec la flamboyance puis la beauté de chaque costume individuel, mais il y a aussi le côté Mil Mascaras en arrière qui avait toujours un masque différent pour chaque combat. Donc, Rey Mysterio, je ne sais pas combien de pièces uniques il y a eu au courant de sa carrière, mais c'est incroyable le nombre de costumes qu'il y a, puis c'est peut-être le lutteur dont je trouve que le costume fait autant partie de la raison pour laquelle on l'apprécie dans le ring. Tu as raison, c'est un autre que je n'avais pas vu venir, mais tu as raison.
Maintenant, on va avoir du plaisir avec les 5 pires. Moi, j'en ai mis une coupe sur ma feuille. J'ai hâte de voir les tiens. Ouais, ben, j'ai été exactement dans le sens contraire de si pour mes meilleurs costumes, le costume aide à raconter une histoire, les pires costumes vont être ceux qui font tout pour nuire aux lutteurs, à la business, à l'adversaire ou au promoteur. C'est pour ça que j'ai pas mis des gars comme Max Moon ou Giant Gonzalez ou Mentor, Aldo Montoya. Puis je me suis dit, ils sont laids, c'est dans les pires gimmicks de tous les temps, mais au-delà des combats de jobber ou d'apparaître ici et là, oui, c'est mémorable leur costume, mais pour moi, il y a pire que d'arriver avec un jackstrap d'en face, d'être un jobber ou de t'habiller en mentor ou le costume de Giant Gonzalez qui est juste comme une espèce de géant tout nu. Pour moi, il y a pire que ça. Au numéro 5, j'ai choisi toutes les gimmicks de MMA. Si t'es pas Brock Lesnar, Ronda Rousey ou, je sais pas, peut-être par extension Sonya Deville ou n'importe quel lutteur qui a vraiment un passé dans les MMA, si tu n'as pas ce passé-là et que ça ne fait pas partie intégrante de qui tu es dans le ring ou de l'histoire que tu racontes comme individu dans la vie de tous les jours, tu n'as pas d'affaire à t'habiller en gimmick de MMA, avec les petits gants, avec les shorts de combat. Pourquoi tu irais jouer au basketball habillé en joueur de hockey? La lutte a son propre univers, la lutte a son propre livre d'histoire, a son propre langage. Tu n'as pas d'affaire à arriver dans un ring de lutte avec les règles de la MMA, ça ne fonctionne pas. Puis pour moi, à chaque fois que je vois un lutteur qui est habillé en gimmick de MMA, je me dis, t'es bien mieux d'être tough dans la vraie vie pour oser l'écartade de t'habiller en gars de MMA. Si t'es pas Brock Lesnar ou Ronda Rousey, t'as pas d'affaire avec la gimmick MMA. Oui, c'est bon. Je savais que j'avais bien choisi en te demandant à titre d'invité. Ton numéro 4? Numéro 4, c'est un choix que j'assume plus ou moins parce que je veux absolument pas avoir l'air d'un gars qui s'attaque aux faiblesses ou aux démons ou aux maladies des autres, mais Jake the Snake quand il faisait des indies. J'essaie de m'imaginer que j'ai 10 ans, que j'ai 15 ans, que j'ai 20 ans, puis que je paye pour aller voir Jake the Snake lutter dans un petit amphithéâtre local de région, puis que j'ai jamais vu un lutteur de la WWE avant dans ma vie, à part à la télévision. Pour moi, ils sont plus grands que nature, c'est des demi-dieux, c'est des gladiateurs qui sont inatteignables, c'est des vedettes de cinéma. Puis là, il y a Jake the Snake qui passe le rideau avec ses petits pantalons de karaté rouge ou ses jogging, son T-shirt de BS. Ça crie « J'ai besoin d'aide, j'ai pas une scène, puis je viens probablement de fumer du crack dans une chambre d'hôtel. » L'espèce de cassure que ça crée entre ce que tu t'attendais à voir, le Jake the Snake qui faisait des DDT ou le Jake the Snake avec Alice Cooper à WrestleMania 3. Là, tout d'un coup, il y a ce gars-là qui passe le rideau, il titube, il est à peine capable de marcher. Tu le vois en pantalon de jogging, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est pas la lutte, c'est pas ce qui me faisait rêver. » Ouais, t'as un point qui est... ouais, je me sens un peu tu creuses, fait que c'est bon, tu creuses. Oui, mais en même temps, je me sens mal parce que ça vient de ces maladies, de ces problèmes psychologiques, ça vient de ces... Oui, mais aujourd'hui, il va mieux. Fait que je suis certain que tu jaserais avec, puis il serait d'accord avec toi, je suis certain. Probablement qu'il se trouverait assez... en même temps... Ben, c'est pour ça que je me sentais un peu mal de le mettre, parce que je veux absolument pas avoir l'air d'un gars qui tape sur le clou d'une maladie mentale ou justement de crier à l'aide. Mais il fallait que je le mette dans mon top parce que pour moi, ça a été c'est un grand moment de cassure avec le rêve versus la réalité. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Bessieux, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior,
Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Mesdames, Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, Mesdames, Messieurs, ou contactez la microbrasserie Noir et Blanche, NEB, pour Noir et Blanche, micro@commercial gmail.com. Cheers! All right. 2 bons. Numéro 3. Numéro 3, ça, je vais peut-être me faire des ennemis, mais le gear cliché du lutteur indie. Les souliers de course, le kick pad, les shorts 3/4 amples en pleather, le t-shirt de lui-même en extra large pour pour cacher le fait qu'il n'y a pas un muscle en dessous de ce linge-là. Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de biceps, il n'y a pas de chest, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de mollet. Loser, loser. Loser, loser. Ce look-là, pour moi, t'as pas l'air d'un gladiateur, t'as pas l'air de quelqu'un que je devrais payer pour voir combattre. T'as l'air d'un gars qui joue à la lutte, t'as l'air d'un gars qui se fie sur le fait que c'est arrangé pour dire ben j'ai le droit d'être tough si je veux, c'est fake. T'as l'air d'un gars qui s'occupe pas de sa blonde une fois qu'il est en couple parce qu'il se dit c'est correct, j'ai une blonde. J'ai pas besoin de m'entretenir, j'ai pas besoin de faire attention, j'ai pas besoin de cultiver la personnalité que je suis dans le ring ou qui raconte une histoire aux femmes. Puis l'excuse c'est mon propre t-shirt, je le porte pour faire de la publicité, pour en vendre à la table de merch. T'en vendras pas de t-shirt à la table de merch. Non, monsieur! Tu communiques rien avec la foule. Tu vas en vendre à peut-être 1 ou 2 de tes amis, à ta blonde. Tu seras jamais rien dans le milieu de la lutte parce que tu n'as rien à offrir à la business. Fait que pour moi, ce look-là est une des pires plaies dans le milieu de la lutte. Les shorts en pleather, les kick pads, les souliers de course et le t-shirt du lutteur lui-même, c'est mon numéro 3 dans les pires costumes qu'on peut trouver à la lutte. Wow! C'est peut-être justement parce qu'il y en a autant que ça me met autant hors de moi. Parce que ça fait, tu sais, tantôt, tu essayais de raconter un peu qu'est-ce que je fais dans le milieu de la lutte. Ça fait 12 ans que je filme et que je monte des galas de lutte. Un peu partout en province, à Montréal, à Québec. Fait que j'en ai vu. Puis ce look-là de lutteur, je suis incapable de le voir. J'ai envie de fermer la caméra quand je le vois. Fait que je me dis, t'es pas un lutteur. T'as pas d'affaires dans un ring. C'est bien, tu t'assumes, j'aime ça. C'est différent, j'adore ça. Là, il en reste 2. Wow! Ouais. Numéro 2, c'est extrêmement précis, c'est le plastron de Roman Reigns. OK. Roman Reigns, ça fait des années qu'il essaie de nous le pousser comme étant la grande star, la nouvelle top star, le gars qui va vendre les billets, le gars qui va faire toutes les finales, le gars qu'on va payer pour aller voir, qu'on veut voir dans toutes les situations. Je le sais, j'aurais besoin de quelqu'un pour confirmer qui écoute un peu plus la WWE que moi maintenant, mais combien d'années ils se sont entêtés à garder sur un gars qui avait la carrure, puis le look, puis le charisme de Roman Reigns, un plastron, une veste tactique qui fait aucun sens pour la personne qui est dans le ring. La veste tactique, je veux dire, dans quelle logique d'un combat de lutte est-ce que la veste tactique est censée aider? Ça devrait presque être une arme illégale. Tu ne peux pas recevoir un spear puis je vais y croire. Tu ne peux pas recevoir un coup de poing dans le ventre puis je vais y croire. Tu as un plastron, tu as une veste tactique qui te protège. Demande à Goldberg. Ouais, avec le spear sur Bret Hart. Ouais. Ben oui, exactement. Tu sais, le plastron de Roman Reigns, pour moi, c'est, en tout cas, à mon de gars qui écoutaient la lutte day in and day out pendant 10 ans, le plastron de Roman Reigns, c'est la chose qui m'empêchait d'embarquer derrière le personnage de Roman Reigns. Dean Ambrose puis Rollins étaient rendus ailleurs, avaient eu 2-3 gimmicks depuis. Reigns rentrait encore sur la toune de The Shield avec sa veste tactique. Arrête! Il ne pogne pas! Je comprends, il y a probablement de la merch en arrière, des contrats avec des compagnies de bonhommes, peu importe. Mais depuis qu'ils ont enlevé sa veste, tu es obligé d'avouer que c'est lui la star. Puis j'aimerais beaucoup voir une timeline du moment où ils ont enlevé son plastron, puis du moment qui est vraiment devenu la star, qui est champion depuis plus qu'1 an, puis que ça ne nous dérange pas.
Tandis C'est qu'avant, vrai. il ne pouvait pas gagner 2 fois de suite. Puis on disait, il nous rentre Roman Reigns dans la gorge. C'est vrai. Là, j'ai plus de problème avec Roman Reigns. Moi, il a l'air d'une star. Il a l'air de ce qu'on nous vend. Oui, oui. Wow! Wow! Le numéro 1. Le numéro 1 est très personnel. Ah, OK. Fait que les 9 autres ne l'étaient pas. Ça, c'est ça. Oui, j'étais 100% à la troisième personne. Là. Pour les autres, c'était des choix qui étaient tout à fait non émotionnels. Au numéro 1, moi, c'est que mon lutteur préféré de tous les temps, c'est le Hitman. Bret Hart, c'est un des premiers lutteurs que j'ai vu de ma vie. Le charisme, l'exécution dans le ring, parfaite. C'est le gars qui me faisait croire que la lutte, c'était une discipline, c'était quelque chose qui n'était pas facile à faire, c'est pas quelque chose que tout le monde pouvait faire. Il avait l'air de tout, Bret Hart. J'ai suivi sa carrière, mais quand il est revenu en 2010, c'était mon rêve. J'espérais tellement revoir le Hitman. Il avait juste 53 ans à ce moment-là. Il avait encore les cheveux longs, il grisonnait pas trop, il avait encore l'air en shape. Je me disais, hey, ça se peut. Le Hitman est revenu. Peut-être que sa commotion cérébrale va bien. Peut-être que. Tu sais, puis il revient à Montréal, il fait sa promo avec Shawn Michaels. OK, c'est peut-être juste un one-off. Puis là, à la fin du show, il a mangé un low blow de Vince McMahon. Quand il a mangé le low blow de Vince McMahon, je me suis levé et j'ai pleuré de joie. Parce que dans ma tête, ça voulait dire Bret est revenu. Bret va avoir une histoire jusqu'à WrestleMania. J'y croyais. Il y avait de la magie dans l'air. Ça y est, c'est ce que j'espérais depuis 1997, mon lutteur préféré de tous les temps qui revient pour une dernière run. Quand il s'est pointé pour le match, est-ce que tu te rappelles comment il était habillé? Je le sais pas, mais je te dirais probablement en jeans. Il était en souliers de course, en jorts, des petites short jeans bien banales, puis un T-shirt de Batman. Ah, je me souviens pas de ça. Tout de Bret Hart dans ce moment-là disait « J'ai pas envie d'être là. Je suis forcé de faire ce combat-là. Je n'ai pas le droit de me faire toucher. Ça va être de la merde. » Vous savez que ça va être de la merde. Je le sais que ça va être de la merde. La magie n'existe pas. J'ai vieilli. Le monde, c'est de la merde. Après le beau temps, le temps gris, la pluie, la mort. Arrête, tu me décourages. Investis-toi pas trop dans moi, parce que moi, j'investis même pas dans moi-même. Le Hitman que vous avez connu est mort. Essayez surtout pas de m'encourager, ça sert à rien. C'est exactement le contraire de ce que la lutte est censée avoir comme effet. J'étais censé vivre un conte de fées, puis finalement, non. Mon lutteur préféré depuis que je suis petit cul, il revient en T-shirt de Batman, puis il me dit « Non, kid, les miracles puis la magie, ça n'existe pas. Deal with it. » Mais t'aimais-tu quand il était en rose avec les cœurs, puis... oui. Ouais? Hey. Okay. Oui, le Hitman qui rentre en rose avec ses lunettes, puis moi, je rêvais de me faire donner une paire de lunettes du Hitman, puis j'avais même ma combinaison préférée. Pour moi, c'était le top rose avec les pantalons noirs. Pas les pantalons roses avec le top noir. Pour moi, c'était top rose, pantalon noir. C'était ma combinaison préférée de Bret Hart. C'était à ce point-là que j'étais investi dans le Hitman. Mais tu sais, si tu regardes dans les années 80, dans le temps que j'étais sur le ring, à ce moment-là, le rose, c'était encore un peu péjoratif. Ouais. Tu avais Durable, Adrian Adonis, je pense que des fois, il luttait avec du rose. Oui, lui, il était en rose bébé, par exemple. C'est ça. Mais le rose, comme tel, porté par l'homme alpha des années 80, mais il était tellement crédible avec des Anvil que la couleur, tu l'avais dans la gorge, puis c'était correct. Puis en 86, si tu te rappelles, ils cherchaient encore leur couleur. La Hart Foundation, ils rentraient avec... des fois, il était en jaune, des fois, il était en vert, des fois, il était en bleu. Il n'était pas sûr. Regarde la Battle Royale à WrestleMania 2. Je pense qu'ils sont en vert dans celle-là. Ça ne marche pas. Mais la seconde qu'ils ont trouvé le rose, même dans sa biographie, Bret, il dit qu'à partir du moment où ils ont mis le doigt sur le rose,
c'est le moment où Brett a commencé à recevoir du fan mail, puis que la foule a commencé à embarquer en arrière de la Hart Foundation, puis qu'ils se sont rendus compte, OK, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis Brett, sur des vieux tapes de Coliseum vidéo, il y a des combats contre Ricky Steamboat en single, contre le Macho Man en single, puis c'est des combats de 10, 20, 25 minutes, puis ça n'a pas l'air non crédible que Brett affronte le Macho Man. Puis c'est peut-être, s'il avait été en rouge ou en bleu, je pense pas que ça aurait marché. Fait qu'il y avait toute cette espèce de mettre tout ce bagage-là en arrière quand Brett est arrivé en jorts puis en t-shirt de Batman. Ouais. Tu veux du broken heart, du cœur brisé, ben c'était moi ça à WrestleMania. Puis après, ils ont donné sa run où en 5 contre 5 à Survivor Series, le combat commence. Il prend tout de suite une chaise pour frapper un gars, il se fait disqualifier. Après, il donne la ceinture US où ce que Miz, il touche même pas pendant le combat parce qu'il n'a pas le droit d'être touché apparemment à cause de sa clause d'assurance pour ses commotions cérébrales. Mais reste que, c'est ça, ça m'a ramené à la dure réalité que la magie n'existe pas, il n'y a pas de miracle dans la vie. Puis ça a passé à travers le costume de Bret Hart. Mais quand c'est beau, puis que c'est à ton goût, puis tu y crois, là, la magie opère. Ben oui, hey, écoute, s'il était sorti en Hitman pour son combat contre Vince McMahon, j'aurais probablement passé à côté du fait que c'était un des pires combats que j'ai vu de ma vie. Mathieu, un énorme merci. Les 2 épisodes, tu es allé à un endroit, je sais pas, j'avais un feeling, ma blonde elle me dirait, tu fais de la projection. J'avais un feeling que tu sortirais des sentiers battus. C'est une question de feeling. Tu l'as fait, je l'apprécie et je vais sûrement te réinviter, même si tu es ami avec Handsome JF. En dépit de... OK, c'est correct. Ben, c'est comme partir avec un handicap au golf. Tu sais, je veux dire, après une bonne game, ça peut passer. C'est ça. Fait que attention à toi, un gros merci d'avoir été un de nos invités sur l'épisode des costumes. Mathieu Lavigne, au plaisir de te revoir et de partager, pas partager, mais qu'on ait chacun notre bière de microbrasserie. Ben, merci à toi, Marc. C'est très apprécié d'avoir participé à ton podcast. Puis j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau. C'est sûr et certain. Salutations. Salut. Mesdames, messieurs. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites, bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Je vous l'avais dit que Mathieu Lavigne était très intéressant dans ses propos sur les costumes. Et là, notre dernier invité cette semaine, c'est Benoît Cossette. On en a parlé, a été animateur, commentateur à RDS. Celui qui m'a remplacé, d'ailleurs, à cause de lui que j'ai perdu ma job. Non. Et il travaille également à Énergie. Alors, on va écouter lui aussi son top 5 des plus beaux et des pires costumes dans le monde de la lutte. Vas-y, mon Ben! Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est sa première visite officielle, M. Benoît Cossette. Oui, officielle, parce que les autres fois, je restais dans le parking. Oui, mais tu n'as jamais été invité sur le podcast? Non, pas du tout. C'est la première fois. C'est ma première invitation officielle et ma première présence officielle. Puis en plus, tu es content parce que c'est ton petit Marco qui t'invite. C'est mon petit Marco qui m'invite, puis quand Marco m'invite, Benny, il se déplace. Il y a toi et il y a ma mère qui m'appelait de même. Fait que c'est spécial. Dis-moi, oui. Ben, on est content de t'avoir comme invité sur le podcast Sim pour parler des costumes. Parce que les costumes, m'a dit, ça fait jaser et ça fait partie des gimmicks. Mais il faut s'entendre. Il y en a des beaux, puis il y en a des moins beaux.
sais, Puis- quand que je parle de moins beau, on a un ami en commun qui s'appelle Jean-François Kelly. Quand on le regarde comment il connaissance. s'habille, Oui, on parle d'une connaissance ici, on le sait. Jean-François Kelly, quand on parle de tenue de ville, il faut toujours spécifier pas la ville de ton choix. Hein. C'est important de le dire parce qu'on peut être surpris. c'est sûr. Fait qu'on part ça, mon Ben. Tu veux commencer par Oui. tes plus beaux ou les moins beaux? Ben, moi, je pense qu'on va finir avec les fleurs, puis on va finir avec le pot. Donc, on va commencer avec les plus beaux, puis on OK. va finir avec les moins beaux. Hey, ma liste est longue, ça n'a pas été évident parce que tout est relatif dans le sens, qu'est-ce qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on trouve spectaculaire, qu'est-ce qui a marqué ma jeunesse et en grandissant aussi, ça varie un peu, mais j'en ai en masse. On va commencer. Bon, on va y aller avec mon top 5, c'est dans l'ordre des ordres. Là. Vas-y. Un duo, je mets un duo en premier parce que tu vas comprendre les similitudes entre les deux lutteurs. Ultimate Warrior et Ravishing Rick Rude pour le airbrush sur leur costume. Tu sais, quand ils faisaient toujours des costumes adaptés à leur rivalité. Je me souviendrai toujours de Rick Rude avec la face de la femme de Jake the Snake sur le lunch, on va se le dire. Ouais, Et ouais. Ultimate Warrior avec ses fameuses robes pour entrer, ses manteaux avec ses rivalités, entre autres, contre Macho Man à WrestleMania 7 qu'on voyait sur les costumes aussi, des Megamaniacs. Ça, je les mets ensemble parce que c'était tape à l'œil, puis ça allait chercher aussi la rivalité, fait qu'on était vraiment investis avec ces costumes-là. Ouais, je trouve ça bon. Je trouve ça bon. Tu sais, Next. c'est différent. Puis t'aimes le airbrush aussi, toi, hein? T'en as Ah beaucoup oui, dans ben tes oui, animations. ben oui. T'as des costumes de airbrush, on s'en parle souvent en dehors des J'ai ondes, des là. décors de airbrush à tonnes. Des décoches. Exact. On parle Et mon ici, deuxième... bien sûr, attends un petit peu, parce que le Oui. monde qui ne comprenne pas, on parle bien sûr du monde de M. Fun au www.mfun.com. Give me a hell yeah! What? What? Ben, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas ça? Voyons donc, franchement, Marc, tout le monde comprend ça. Jeune et vintage depuis quelle année, hein, Marc? 1958. Ah, ça ne se démode pas. Numéro 2, Jushin Thunder Liger. Tu te souviens de lui? Tu l'as connu un peu à la WCW. Ouais. New Japan Pro Wrestling, une légende. Un look vraiment, on pourrait dire, manga japonais, avec les cornes et tout ça. Je pense que c'est un qui a inspiré plusieurs costumes par la suite aussi, mais tout le monde sait, quand on dit Jushin Thunder Liger, tout le monde sait à quoi ressemble Jushin Thunder Liger. Même sa femme, je pense qu'elle ne l'a jamais vu. Pas de masque, Marc, c'est peu dire. Hein? Donc, il fait partie de mon top 5. Mais Ben, c'est sûr que les luchadors, je parlais justement avec Mathieu Lavigne, qui est un autre invité qu'on a sur cet épisode. Puis il me parlait comment il pense, entre autres, que Rey Mysterio, il n'est pas sûr qu'il a vu Mysterio avec 2 fois le même costume. Fait que les Mexicains, le masque et les costumes, comment on dit? Beurre-en, c'est pas de longuant, quelque chose du genre. Là. Et boboy! Mais-en, c'est pas de longuant. C'est ça, c'est ça. Mais-en, tu peux beurrer si tu veux. Eux autres, au prix que ça doit coûter, ils doivent beurrer plus que d'en remettre. C'est Mais ça. c'est bon point parce que Rey Mysterio aussi rentrait dans ma liste. Je l'ai enlevé de mon top 5, mais Rey Mysterio, c'est un bon exemple aussi qui faisait des costumes adaptés à WrestleMania. Entre autres, toi qui es fan de super-héros, là, souvent, il s'est adapté avec plusieurs super-héros dans les dernières années. Fait qu'un très bon choix aussi. Troisième position, tiens, je vais. J'ai pas le choix d'y aller, il faut que j'y aille à la maison, de Monty, Jacques, qui est même Pierre avec les Québecers. Moi, j'ai aimé, autant que j'ai aimé le Big Boss Man, j'ai trouvé que le Monty, tout l'ensemble de l'œuvre avec son costume de police monté, l'attitude, le bâton électrique, et même avec les Québecers, avec mon seul et unique Pierre. C'était eux, on les croyait, Johnny Polo à côté et tout ça. Mais les Québecers, encore une fois, on avait un exemple précis. Là, je parle de la version 93, là, pas les Flying French Canadian. Le costume de police montée, pour moi, ça demeure dans mes choix. Très bon choix, j'y avais pas pensé. Très bon choix. Ben, j'en ai plein, mais regarde, je vais essayer d'aller un peu ailleurs parce que je vais aller dans différents styles parce qu'il y a des choses, tout le monde va te nommer Macho Man. On va te nommer sûrement Ted DiBiase avec le millionnaire du ring. Avec Personne non, mais je te le nomme, moi, je nomme Ted DiBiase, pas pour son costume, le speedo, mais l'ensemble de l'œuvre. Moi, j'ai tout il était habillé comme un millionnaire. Il y avait des signes, des dollars partout, la ceinture de millionnaire. Pourquoi tu dis comme un millionnaire? And the hotel clerk, it's not her fault. It's like I've been telling you for a couple of weeks now. Everybody's got a price. She had her price,
and you got your price. Everybody's got a price for me. The $1 Million Man. Mais tout le monde s'habille comme ça. Quand tu es millionnaire, tu t'habilles comme ça avec des vestons. Ça. Exactement. Tu as l'argent, tu t'habilles. Tu t'habilles comme ça, puis tu te mets avec des signes d'argent pour rappeler aux gens que tu es millionnaire. Un peu Exactement. Exactement. Ouais, moi, j'ai toujours compris ça. On est peut-être rendu à 4, on va le rentrer 3,5, Ted DiBiase. Parfait, parfait. Un qui va sortir de l'ordinaire, tu l'as connu, WCW, le seul et unique Raven. J'aimais Raven pour l'époque. Ouais. C'était simple, shirt, mais c'était les années grunge, hein, Nirvana, tout ça. Ouais. Je trouve tu regardes avec du recul, il représentait très bien cette époque-là. Ouais. Et de passer de Johnny Polo à Scotty Flamingo et d'aller à Raven, le personnage plus sombre, après être passé à la WCW et la ECW avant. Et là, d'arriver avec ce personnage-là, sa gang, la flotte, qu'est-ce que je ne me trompe pas, la flotte ou la fleur, en tout cas, la gang à Raven. On y croyait. Il avait de l'air méchant, il avait de l'air contrôlant, il était dans cette époque-là. Puis même aujourd'hui, il y en a plusieurs qui essaient de dupliquer ça, puis c'est pas pareil. C'était simple. J'ai lutté même avec une chemise à carreaux à l'entour de la taille. Ouais. À part pas le piché, je connais pas personne qui fait ça. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je dois faire dans le ciel à soir? Ouais, ça, c'est mon premier. Il faut que le nœud soit bien fait en temps. Ben, ça, c'est clair. Puis mon cinquième, je vais passer les classiques. Je vais y aller avec une de mes équipes favorites, Legion of Doom. Je n'ai pas le choix. Les épaulettes avec les pics, autant les Road Warriors à l'époque et tout ça, c'est les maquillages. C'était vraiment une équipe qui a marqué une génération et encore aujourd'hui, plusieurs équipes essaient de dupliquer ce qu'on a vu, mais personne n'arrive à l'achever des Road Warriors de Legion of Doom. Combien de fois on voulait s'acheter des épaulettes sans en faire nous-mêmes avec des verres des petits verres à eau là, pour les machines, des distributrices en carton. Oui. Ouais, mais j'avais essayé de mettre ça sur les épaulettes, mais ça reste juste entre nous autres. Oui, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Fait que ça compléterait, je te dirais, mon top 5, mais tu sais, j'ai passé là-dessus ton préféré Glacier à la WCW. Arrête. Va-t'en dans les négatifs. On est bon dans notre timing. Ah oui? OK, c'est bon. Pas. OK, négatif, c'est parti. Ouais. Tourne ma feuille de côté. Là, je vais te faire un duo à la TNA. Tu les as très bien connus. Côté négatif, c'est pas que c'était pas extravagant et tout ça, mais moi, j'étais comme, voyons, je ne peux pas lutter avec ça, cette affaire-là. Curryman. Le Curryman à TNA avec son petit chapeau sombrero et ton bon ami Shark Boy. Il est dans mon top 5 des plus laids, lui. Oui, ben, je ne l'ai jamais vu, pas de cagoule. Mais en même temps, la gimmick était là du Shark Boy, mais c'était ordinaire un peu, mais ça faisait partie, je pense, du concept. Mais il se retrouve quand même dans mon top 5 avec Curryman, des top 5 et des plus laids. J'ai aussi, je te dirais que les époques 95, 96, 94, c'est une pépinière de mauvaises gimmicks à la WWE. Et je te dirais que ma préférée à moi est sans contredit celle du Goon. Tu connais le Goon? Oui, c'est le joueur de hockey. Hein? Oui, il droppait ses mitaines avant, il droppait les gants, il arrivait avec des bottes en patin. Puis le costume était quand même bien fait, mais c'était ridicule dans le sens que la cloche sonnait, jetait les gants en terre. Et l'ensemble de l'œuvre fait que c'est ridicule, mais il y avait beaucoup de travail sur le costume quand même. Plus de travail sur le costume que sur le pensez-y bien, ça vaut-il la peine de le mettre dans le ring? Il n'a pas toffé longtemps, par exemple. Il n'a pas duré. Je pense qu'il a pogné une inconduite de 10 minutes, puis on l'a perdu. Un autre que j'aime bien, qui me faisait penser un peu à toi, Marc, Bastion Booger. Tu te souviens de Bastion Booger? Non, ça ne me dit rien, ça. Bastion Booger qui allait lutter au ring avec un costume gris. Ça ressemblait à du duct tape un peu. Oui. Bon. Puis il mangeait toujours un hot dog au coin. La seule chose qui m'inspirait, c'était comme, mon Dieu, il mange donc bien des hot dogs. J'étais comme, ça débordait, là. Ça débordait de partout. Je suis content que tu dises que ça te faisait penser à moi. Oui. Il était sympathique. Toujours le hot dog à portée de la main. Applaudissait les gens, saluait la foule et tout ça. C'est pour ça, parce que tu es comme ça. C'est comme Monsieur Fun. Saluer la foule. Bastion Booger, donc mon troisième. Un autre à la WCW, donc pour mon quatrième, que tu as connu aussi, la momie. La momie. Ouais.
c'était pas leur meilleur coup, ça. Tu sais, Non. le gars, le rouleau de papier de toilette tombait tout le temps pendant le combat. Moi, j'ai fait ces animations-là dans les bars de centre de ski. Là. En momie? Pardon, tu prenais 4 personnes, 4 helpers, Oui. tu lui donnais des rouleaux de papier de toilette, puis il y avait 3 minutes de faire une momie, mais je les embarquerais pas dans le ring. Tu sais. Mais c'est peut-être toi qui faisais la momie en arrière. C'est-tu toi qui animais ça dans le backstage de WCW pour déguiser M. Reese? Non? Ça ressemblait un peu à ça. Kayfabe. Ah, je m'excuse, désolé. Ça devait être M. Les Tourneaux, hein? Le tourneur. Et mon dernier, on va y aller avec un cinquième. C'est 2 équipes. Une équipe de la WWF et une équipe de la WCW dans à peu près les mêmes années, là, fin 80, début 90. Tu vas comprendre quand je vais les nommer parce que c'est vraiment un costume similaire. Ding Dong, l'équipe Ding Dong. Te souviens-tu d'eux? Habillés de la tête aux pieds, genre en pêche, avec une cagoule sur la tête. Puis il y avait comme des cloches dans le front. C'était Ding Dong et non Ding et Dong. Ah, ouais! C'était un concept. Tu avais Ding, tu avais Dong, puis c'était l'équipe par équipe. Et du côté WWF, on avait Los Conquistadors. Los Conquistadors qui était. Il était tout en or, de la tête. Avec la cagoule, la cape. Puis on a Edge et Christian qui avaient repris cette gimmick-là dans les années 90, 97 à peu près, pour aller courir au titre en tant qu'adversaire mystère. Il s'était dévoilé par la suite. Mais à cette époque-là, c'était une équipe mexicaine. Mais quel look! Tu regardes les photos aujourd'hui, tu te dis, ben voyons donc, on ne peut pas avoir fait le tour des États-Unis à bien de même. Mais Ding Dong, là, ça serait bon, ça, pour Simmania. Je pense. Un jour. Ah, peut-être. Simmania 1, on est pas mal plein, là, mais pour Simmania 2, sait-on jamais. C'est pas sont disponibles. Parce que tu sais, je fais venir des légendes à chaque Simmania. Alors, et j'en profite, je te confirme que Bill Eadie sera à Mirabel. Axe Demolition est également connu sous le nom de Superstar. Fait que ça va être le fun, un chic. Ah oui, ça va être cool. Ouais. Ben oui, c'est super sympathique. Dans tes choix, je suis content puis je suis déçu. Tu n'as pas parlé de Capitaine Buffet. Ben, Capitaine Buffet, c'est mon préféré. Les soirées américaines, tu sais, je ne peux pas parler en mal de Capitaine Buffet. Tu sais que la seule bonne photo de Capitaine Buffet, c'est moi qui l'ai pris avec mon appareil jetable à l'époque que je t'avais donné à un gala de la NCW, dont tu es le propriétaire maintenant, Marc. Et c'est moi qui l'ai, je te l'avais donné. Puis tu ne m'as jamais remercié. Fait que je voulais te le dire. C'est moi qui ai pris la photo officielle. Là. Je veux mes droits d'auteur. Écoute, Benoît, je te remercie pour cette photo de Capitaine Buffet. Je ne sais pas qui fait ce personnage-là, mais wow, tu le vois que c'est un athlète. Bien, c'est clair. Puis on le sait. Jamais passé en dessous de la table. Jamais. Non, jamais. Benoît Cossette, ce fut quand même court. Ben court. Écoute, quand on est rendu quasiment à 15 minutes, tu sais, quand on a un sujet qui vient nous chercher, puis qu'il y a tellement d'exemples, autant de bons costumes que autant. Moi, il y en a un que tu n'as pas nommé, je te dis ça en terminant, puis j'ai parlé tantôt. Moi, c'est celui de Dusty Rhodes avec les gros points jaunes. Là. Et boy, que c'était laid, ça. Tu sais, t'aimes ou t'aimes pas. Puis moi, c'était une époque où j'étais plus jeune. Tu sais, je devais avoir à peu près 6 mois à cette époque-là. Et moi, j'ai aimé Dusty Rhodes. J'ai connu Dusty Rhodes avec Saphir à cette époque-là. Fait que je l'aimais, moi. Je trouvais ça. C'est sûr, quand tu as connu l'ancienne version d'American Dreams. Ouais, c'est ça. Et de la NWA, de l'ACW, c'est différent. Mais oui, regarde, on pourrait en parler pendant des heures. Les goûts sont dans la nature. Exactement. C'est comme les chips, ça. Non, et on a le choix. Écoute, merci beaucoup, Ben, d'avoir accepté l'invitation de l'équipe du CIM. Handsome JF, je passe un message pour lui, là, il embarque tout de suite après. Oui, juste lui dire que j'entends toujours qu'il me rembourse mon 50 $. Donc, si tu peux lui dire, parce qu'on avait fait un pari à la balle molle, là, puis c'est moi le meilleur joueur de l'équipe la dernière fois, donc il me doit encore 50 $. Je voulais juste lui dire. Écoute, à chaque fois que je demande à quelqu'un, as-tu un message pour Handsome JF, ça rapporte de l'argent qu'il doit. Mais ça. Benoît Cossette, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est quoi cette histoire-là? Ben, tu lui dois de l'argent? De où? Ben, il dit que tu lui dois 50$. Je sais pas pourquoi. Je suis pas au courant de ça. Non? Non. Donne-lui une caisse de Beau Real.
T'as aimé ça, ce pub-là, Beau Ah Reel, oui, hein? Beau Reel, je trouve ça génial. La Beau Reel, ça, c'est sa coche. Vas-tu en acheter? Non, tu m'en donnes. Eh, bye-bye! Moi, si je n'achète, c'est la bête en messieurs. En passant, il reste peut-être 5 caisses de collection. Que tu peux avoir les 12 étiquettes dans la même caisse sont rares. Est-ce que tu te rappelles des 12 étiquettes? Eh, boy, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Écoute, hey, La semaine prochaine, m'a t'ai donné. parfait. Écoute, on revient la semaine prochaine avec la deuxième partie des costumes. Et là, on va parler à David Saint-Martin, connu sous le nom de Chacal, un lutteur old school. Un graphiste Un extraordinaire. BDiste. Oui. Et d'ailleurs, le dernier costume qui s'est fait, c'est un pantalon à l'effigie de Goldorak. Il va nous parler de comment il voit ça. Et Claude Malone, qui lui est un concepteur d'ailleurs, c'est lui qui fait tes costumes que j'aurais dû mettre dans mon top 5 des plus laids. Ben non, écoute, mes culottes que Claude m'a fait sont garanties à vie. Puis c'est, je pense, les plus belles que Claude a pu faire dans sa carrière. Eh boy, c'est plate pour lui. En tout cas, on va en jaser la semaine prochaine pour un autre épisode sur les costumes. Oh, soyez-y, mesdames, messieurs!